Alors, bienvenue. Moi, je vais vous parler du moteur de recherche chez Mythic et donc, notamment, comment on a refondu ce moteur de recherche dans une architecture orientée microservices et événements. Très rapidement, donc moi, je m'appelle Sébastien Legal, on l'a dit. Je suis tech lead backend chez Mythic. J'ai rejoint Mythic il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et à mes heures perdues, je fais un peu de Go, un peu de Kubernetes, etc. Alors, Mythic, je pense que dans la salle, tout le monde a déjà forcément entendu parler de la marque. Juste un petit rappel. Donc, c'est une boîte qui a démarré en 2001. Qui est actif dans 15 pays aujourd'hui en Europe. C'est le leader du dating, des sites de rencontres donc, en Europe. On a des millions d'utilisateurs actifs par mois et on a à peu près 150 personnes qui travaillent dans les équipes IT, donc ça va de la R&D à la partie Ops, à la partie CRM, etc. Alors, Mythic, à quoi ça ressemblait avant? Jusqu'à il y a à peu près 3 ans, ça ressemblait à ça. À savoir un gros monolithe qui a été codé historiquement en PHP 4, ensuite porté sur du PHP 5.3, avec une énorme base Oracle. Et il y avait tout dedans. On avait des web services, on avait le site desktop, le site mobile, des cron jobs évidemment, des back-office. On avait même du WAP. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent du WAP. Très bien. Pour info, le WAP, on l'a décommissionné il y a 1 mois et demi. Hein. Donc voilà, pour vous dire un peu l'ampleur du mastodonte qu'on a. Aujourd'hui, Mythic, ça ressemble à ça. Je vais en parler un petit peu. Juste, de façon générale, tout ce qui est dans les slides, c'est la vraie vie, c'est des trucs qui sont vraiment en prod, qu'on utilise au quotidien. Parfois, il y a des petits trucs qui sont placés pour faire joli. Là, le back-office, en vrai, il n'existe pas. Il est encore sur le legacy, mais on est en train de commencer à le migrer, donc je me suis un peu projeté dans les quelques mois à venir. Sinon, comment ça marche? Globalement, on a donc des frontaux. On va avoir un frontal desktop, un frontal mobile. On va avoir des applications iOS, Android, etc. Les frontaux web sont écrits en Angular. On a une couche d'exposition qu'on appelle, nous, un exposition layer. Ouais, il y a un petit... Voilà, très bien. OK, c'est pas grave. On a une couche de microservices. Et on a un event bus. Et puis en dessous, on a des bases de données. Alors comment ça marche? Quand quelqu'un fait des interactions sur le site, donc sur les frontaux, il y a des appels qui sont faits sur la couche d'exposition. La couche d'exposition appelle la couche de microservices. Par exemple, parfois, elle va dispatcher des données quand on fait des posts, des choses comme ça, des inscriptions. Et les microservices, une fois qu'ils ont fait des insertions en base, ils vont envoyer des événements dans le système. Et c'est là qu'on aborde l'architecture événementielle. Donc globalement, quand quelqu'un s'inscrit, eh bien, le microservice qui est en charge du profil va faire l'inscription, va effectivement enregistrer la personne en base et va envoyer un événement disant « Hey, moi je viens d'enregistrer un nouvel utilisateur avec l'ID temps ». Et ce message, il va l'envoyer dans un bus d'événements. Et derrière, on a des consommateurs qui sont écrits en Scala, qui viennent dépiler ces événements et qui viennent réagir par rapport à ça. Donc on a des consommateurs qui s'abonnent à des sujets, des topics, qui vont les intéresser et qui vont réagir. Donc typiquement, quand on a un nouvel inscrit, eh bien, un consommateur associé au microservice emailing va par exemple dépiler l'événement de nouvelle inscription et appeler le microservice emailing pour envoyer un mail de bienvenue, par exemple. OK? Alors, moi je vais vous raconter une histoire par rapport à ça aujourd'hui. C'est l'histoire de John, donc Jon Snow, et Ygritte. Et ça s'appelle A Game of Microservices. Vous allez vite comprendre pourquoi. La réalité, c'est que George Martin, quand il a écrit son livre, il ne nous a pas raconté la vraie histoire de John et Ygritte, et notamment comment ils se sont rencontrés. En fait, ils se sont rencontrés sur Mythic grâce au moteur de recherche, et vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, donc John, c'est un homme, il cherche une femme, bien sûr. Ygritte, c'est une femme, elle cherche un homme, et chacun veut donc trouver l'amour. Alors, si on modélise un petit peu ça avec des appels d'API, donc Ygritte, elle sait le genre d'homme qu'elle cherche, donc elle va plutôt utiliser la fonction de recherche avancée chez Mythic. Donc si on modélise ça par un appel d'API, ça va donner quelque chose comme ça, une route search avec des query param, la taille 1,88 m, les yeux marrons, la région, bon, il vient du nord, voilà, il habite à Westeros, très bien. John, lui, il cherche une femme et il ne sait pas trop ce qu'il cherche. Donc il va plutôt utiliser une fonction qu'on appelle shuffle chez Mythic, je vais vous en parler. Donc voilà, et donc globalement, si on modélise ça par un appel d'API, ça ressemble à quelque chose comme ça. On passe l'ID de John, et puis /shuffle. Très bien. Alors, juste une petite overview de ce qu'on va voir. D'abord, je vais introduire un petit peu les concepts clés du DDD. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà entendu parler de ce design d'architecture ou qui l'utilisent au quotidien. Ensuite, je vais vous introduire le microservice search, et vous allez voir quelle est la problématique qui est liée à ça. Quand on fait du domain-driven development, eh ben, on se pose une question, la recherche, est-ce que c'est un domaine? Si oui, comment on le traite? Sinon, comment on le traite aussi, mais c'est juste un peu plus compliqué, quoi. Après, on va voir comment ça se passe l'indexation de données. Donc là, on va voir un peu comment John s'est inscrit sur Mythic, etc. Et puis ensuite, on va voir comment se passe la recherche
de personnes, et donc comment à la fois John et Ygritte utilisent les différentes features qui tournent autour de la recherche chez Mythic. Alors d'abord, le Domain Driven Design. Très rapidement, le Domain Driven Design, c'est quoi? C'est le fait de découper son code, ses applications, en domaines. C'est-à-dire finalement penser d'abord à ces objets métiers qui existent dans la vraie vie, entre guillemets, avant de penser à l'infrastructure. Et ça permet, en choisissant bien des noms qui vont parler à tout le monde dans la boîte, donc à la fois à des gens de la R&D qui vont effectivement développer les API, et à la fois à des gens du produit qui n'ont aucune notion de code, mais qui du coup vont s'y retrouver dans le nommage des éléments. Ça permet de faire ce genre de choses et d'avoir un maximum de fluidité quand on communique avec le produit, mais aussi du coup quand on rentre dans la code base et qu'on a besoin, par exemple, de comprendre d'où vient un bug, etc. Il y a une autre notion qui est associée au Domain Driven Development, c'est les bounded context. Alors les bounded context, c'est quoi? Eh bien, quand on a beaucoup d'objets du domaine, comme chez Mythic, un profil, ça ne peut pas être un seul objet. Ça ne peut pas être une seule classe PHP. Pourquoi? Parce que c'est trop gros. Il y a plein de trucs dans un profil, il y a la date de naissance, il y a des informations relatives à la personne, où est-ce qu'elle habite, etc. Et c'est trop gros à gérer dans un seul objet. Donc on a plein d'objets qui modélisent plein de sous-éléments finalement du domaine profil. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regroupe ces objets qui font sens entre eux à l'intérieur de ce qu'on appelle des bounded context. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir des contextes, finalement un regroupement d'objets qui sont autonomes et suffisants, de façon à ce que ces bounded context ne soient pas dépendants les uns des autres. Ou en tout cas, s'ils le sont, il faut qu'ils le soient le plus possible de façon asynchrone. Qu'on n'ait pas besoin de faire des appels directs entre deux bounded context. Alors, les domaines chez Mythic, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. On a un domaine, par exemple, qui va gérer tout ce qui est géolocalisation, etc. On va avoir un domaine qui est la photo. Et finalement, quand on y réfléchit, qu'on gère une photo chez Mythic, chez Facebook, chez Instagram, etc., on va retrouver quasiment tout le temps les mêmes workflows. Un utilisateur poste une photo, on l'enregistre en base ou dans un système de fichiers, on va la modérer, vérifier qu'il n'y a pas des trucs un peu chelous sur la photo, je vous passe les détails. Voilà. Le profil, c'est pareil, un profil Facebook ou un profil Mythic, finalement, c'est quasi similaire, on va avoir un nickname, on va avoir une date de naissance, ce genre de choses. Voilà, pareil, inbox, donc ce qu'on appelle inbox, nous, c'est la messagerie instantanée chez Mythic, ce qui font que les utilisateurs communiquent entre eux, etc. Et des domaines comme ça, on en a plein chez Mythic. Alors, donc là, on a vu un petit peu ce qui se passe, ce que c'est que le DDD. Je vais introduire le microservice search. Alors, donc le microservice search, son rôle, il a une seule responsabilité, c'est de chercher des gens chez Mythic. C'est sa seule responsabilité, et cette responsabilité-là va permettre de répondre à plein de features qu'on utilise autour de ça. Donc ça va être par exemple la recherche avancée. Donc là, c'est un cas un peu typique qu'on a l'habitude de trouver, un moteur de recherche classique. On va mettre plein de paramètres. Je cherche quelqu'un qui est grand, qui a les yeux marrons, etc. Donc là, c'est vraiment l'utilisateur qui choisit ses paramètres et qui va filtrer les utilisateurs en fonction des paramètres qu'il a rentrés dans le moteur de recherche. On va avoir des features genre Shuffle, je vous en ai parlé. Donc là, c'est un Tinder-like, pour ceux qui connaissent un peu Tinder. En gros, Mythic pousse des profils. On propose des profils à nos utilisateurs et basé du coup sur les caractéristiques de l'utilisateur qui en fait la demande, on lui propose ces profils-là et l'utilisateur choisit oui ou non, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Si ça m'intéresse, eh bien Mythic me propose d'interagir avec la personne. On va avoir d'autres types d'algorithmes un peu plus subtils, genre la liste des online. Quand on se log sur Mythic, on arrive sur une page où il y a la liste des gens qui sont en ligne. Évidemment, ce n'est pas juste la liste des gens qui sont en ligne. C'est la liste des gens qui sont en ligne, triée sur le volet pour vous donner envie de rester, etc., etc. Pareil, quand on va sur une page de profil, on affiche des profils similaires, un petit peu comme sur Amazon. On va proposer un profil et puis des profils qui ressemblent. Alors pour faire ça, le microservice search, il a besoin de trois choses. D'abord, il a besoin d'être responsable de la façon dont il stocke les données et finalement de la donnée source. Okay, c'est le principe d'une architecture microservice. Chaque bounded context, chaque microservice est responsable de sa donnée. Du coup, il a aussi besoin d'être au courant chaque fois qu'il y aura des mises à jour sur cette donnée. Donc, quand il y a des données qui sont dans le scope de responsabilité du microservice search, il faut qu'il soit au courant quand il y a des mises à jour. Et son rôle, c'est de retourner une liste d'ID de profil quand on lui en fait de la demande. Et ces ID de profil vont varier en fonction de la feature. Alors, comment ça s'intègre? Ça s'intègre un petit peu comme ça. On a donc, si on reprend l'exemple, on a une application mobile là, qui fait des appels à la couche d'exposition. La couche d'exposition transmet la requête au microservice search. Le microservice search fait la requête à Elasticsearch. Donc voilà, chez Mythic, on utilise Elasticsearch. De l'autre côté, il y a la partie événement.
Donc quand un autre microservice fait une mise à jour sur une donnée, il envoie un événement, et ces événements sont consommés donc par le consommateur associé au microservice search, et le consommateur va lui aussi venir écrire dans Elasticsearch. Donc là, si vous avez tout suivi, on a cassé une première règle. La règle de dire le microservice doit gérer sa donnée et personne d'autre ne doit intervenir sur cette donnée, on vient de casser le truc. On est un petit peu obligé, pourquoi? Parce que nos microservices, vous l'avez vu dans le slide avant, sont tous en Symfony, c'est tous du PHP, et des événements, on en a 200 millions par jour. Ça fait beaucoup, et gérer ça avec handler ce volume de request avec un microservice écrit en PHP, c'est compliqué, et donc on l'a fait en ce cas-là dans le consommateur. Ça nous permet de faire du multithreading, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de John et d'Ygritte. On va voir comment John s'inscrit, comment Ygritte, on va dire qu'elle s'est déjà inscrite, elle va venir mettre à jour son profil, parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas revenue. Et puis, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors, Ygritte, on a dit, elle cherche quelqu'un en particulier, elle sait ce qu'elle veut. Donc, en plus, elle avait déjà un compte sur Mythic. Là, elle revient sur Mythic, et juste, ça fait longtemps qu'elle ne s'est pas connectée, donc elle va mettre à jour son profil. On va voir comment ça se passe. Donc, elle arrive sur Desktop, elle met à jour son profil, par exemple, sa photo. Donc là, il va y avoir un appel qui est fait à la couche d'exposition. La couche d'exposition transmet la requête au microservice qui gère les photos, Picture. Le microservice Picture stocke la photo avec un certain nombre d'informations dans la base de données, etc., genre si elle est modérée ou pas, machin, et envoie un événement à l'Eventbus. Ensuite, on a notre consommateur, que vous avez vu tout à l'heure, qui vient dépiler cet événement et mettre à jour la donnée dans Elasticsearch. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir quelle est la photo, on veut surtout savoir si elle a une photo. Avant, elle n'en avait pas, maintenant, elle en a une. Ça va nous intéresser parce qu'il y a plein d'algos où on ne remonte que des gens qui ont des photos, pour donner un peu plus de gueule au site. Très bien. Ça paraît simple. Jusque-là, c'est relativement simple. Mais ça n'est pas si simple. Et notamment, qu'est-ce qui se passe si Ygritte, elle fait 2 mises à jour sur son profil dans un temps relativement court. Genre, en 15 secondes, elle met à jour sa date de naissance et sa photo, parce qu'elle s'était trompée quand elle s'était inscrite la première fois. Et bien voilà comment ça se passe. On a le microservice Picture, le microservice Profile, donc la couche d'exposition a fait le dispatch, elle a envoyé dans un seul payload, elle a reçu un seul payload avec les 2 informations, elle envoie la moitié des informations au microservice Profile, l'autre moitié au microservice Picture, et les deux envoient des événements dans le bus d'événements, qui sont consommés par le consommateur. Alors là, il faut voir, si on les a fait en ce cas-là, c'est pour une bonne raison, c'est parce qu'on a besoin de faire du massive multithreading, ça va très très vite. Je vous ai dit 200 millions de messages, donc on a besoin de scaler là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que comme on a eu 2 événements et qu'il y a plusieurs threads, eh bien, les 2 événements sont dépilés en même temps, et donc le consommateur essaye de faire les 2 updates dans l'index sur le même document exactement en même temps. Et donc, boum, erreur fatale, conflit de version. Alors pourquoi? Je l'ai dit, parce que quand le premier thread commence à écrire la donnée, le deuxième, quand le deuxième thread commence à écrire, le premier n'a pas fini. Donc, ça fait un conflit de version. Alors, comment on résout ça? Eh bien, on le résout en faisant ce qu'on appelle, nous, la conflation. Donc, comment ça marche, la conflation? Eh bien, il faut imaginer quand on a dans la pile d'événements plusieurs événements qui sont relatifs au même ID. Donc là, ce sont des ID de profil. On a l'ID 6789, l'ID 1234. On a 2 messages pour l'ID 6789, donc exactement le cas qu'on vient de voir. On a un composant dans nos consommateurs qui s'appelle un non-spooler, donc c'est la classe Scala qui est en charge de dépiler les événements, qui vient mettre ces messages dans des piles in-memory. Donc on va mettre le message d'ID qui concerne l'ID 6789 dans une pile, l'autre dans une autre pile. On attend un peu, on attend un ticker, où on attend de recevoir un autre événement, et là effectivement on reçoit un autre événement, 6789, donc on va merger les contenus de ces messages dans un seul update, finalement. Et donc, on fait l'update une seule fois pour ce document-là, et donc pour un autre document, etc. Ce qui évite les conflits de version. Alors, maintenant, on va voir John. John, lui, on a dit, il ne connaissait pas Mythic, il vient de connaître Mythic, il décide de s'inscrire, parce qu'il cherche l'amour, et par contre, il ne sait pas trop ce qu'il cherche, juste il se sent un peu seul. Donc, comment ça se passe quand John s'inscrit? Eh bien, John, il est donc sur Desktop, il fait une inscription, donc là on va envoyer un gros post à la couche d'exposition avec dedans son ID qui a été précalculé, sa date de naissance, sa photo et d'autres informations. La couche d'exposition répartit les différentes informations dans les différents microservices en charge de ces domaines-là, et chacun des microservices insère la donnée en base, et ensuite envoie un événement. Et alors là, il y a un truc un peu subtil. On est donc sur Mythic, on vient d'avoir un nouvel inscrit, donc vous imaginez quand on a un nouvel inscrit sur un site comme ça,
il y a un vrai enjeu autour de ça, puisque c'est du pur business, pour le coup. On veut absolument que ce nouvel inscrit se sente bien sur Mythic, on veut qu'il y trouve son bonheur, on veut qu'il reste et on veut qu'il prenne un abonnement. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire en sorte que John soit le plus rapidement possible cherchable sur le site. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus rapidement possible, il faut qu'on aille chercher un maximum d'informations sur John, qu'on les mette dans l'index Elasticsearch pour que les autres utilisateurs puissent le voir. Et du coup, John, il n'a même pas fini de s'inscrire, que déjà, il reçoit des visites, des notifications, et ça lui donne envie de rester. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, eh bien, quand on va dépiler l'événement qui vient du microservice profile et qui dit « Hey, il y a un nouvel inscrit », eh bien, on va aller appeler les autres microservices qui sont en charge des différents domaines. Et donc là, par exemple, on va aller chercher pour John sa photo. On ne va pas attendre de recevoir le message de photo pour aller chercher sa photo, puisque parfois, avec les logiques de threading, il y a des sujets, des messages qui peuvent mettre un peu plus de temps à se dépiler. Ça peut aller jusqu'à 10 minutes, ce genre de choses. Donc on ne va pas attendre. On va chercher sa photo directement sur le microservice Picture. On va chercher, par exemple, son statut de paiement, s'il a pris un abonnement ou pas, et d'autres informations. Et on va construire un document comme ça dans le consommateur et qu'on insère directement dans Elasticsearch. Alors, il y a une question qu'on ne s'est pas posée. Là, c'est bien joli. On a donc Ygritte qui a son profil à jour, John qui vient de s'inscrire. Heureusement, ils ne sont pas deux dans l'index. Puisqu'il y a des millions d'utilisateurs, on l'a dit. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour créer un index en partant de rien. Et précisément, Elasticsearch n'est pas ce qu'on appelle une golden reference. C'est-à-dire, et c'est eux qui le disent très bien d'ailleurs dans leur documentation, il ne faut pas compter sur Elasticsearch pour être résilient dans sa donnée. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut y avoir des corruptions de données dans Elasticsearch, et les mecs, ils disent, c'est pas notre job. Nous, notre job, c'est de faire de la recherche, c'est pas de garantir que la donnée, elle va rester dans sa même structure, etc., qu'il n'y aura pas de problème, etc. On n'est pas sur une base de données, on est vraiment sur un moteur de recherche. Donc, il faut pouvoir créer un index en partant de rien, réindexer tous les utilisateurs de Mythic dans cet index en partant de rien, le faire éventuellement souvent, surtout et rapidement, quand il y a des cas où on se rend compte que l'index est corrompu. Donc, on a des contraintes qui sont liées à ça. D'abord, on a des millions d'utilisateurs. Donc, ça va forcément prendre du temps. Ensuite, les informations sur les utilisateurs, elles sont splittées dans plein d'applications différentes, plein de bases de données différentes. On l'a vu, on a du Oracle, on a du Postgre, on a du MySQL, on a même du Hadoop, ce genre de choses. Les technologies, donc, elles sont différentes, je viens de le dire. On a des informations sur les utilisateurs qui viennent de plein de sources, et il faut les merger, parce que dans Elasticsearch, toutes les informations qui viennent de plein de sources différentes, on va les mettre dans un seul document Elasticsearch. Et il y a un autre problème, c'est que les appels HTTP, c'est long. Alors, ce n'est pas vraiment HTTP qui est responsable de ça, c'est plutôt la couche sous-jacente, le bootstrap de Symfony, PHP, etc., qui prend du temps. Et donc, réindexer des millions d'utilisateurs en allant chercher les informations à la source, c'est-à-dire auprès des microservices, ça va prendre beaucoup de temps. On a fait le test en PHP de faire ça, une commande Symfony qui réindexe un index, ça prend à peu près entre 6 et 7 heures. Donc, c'est trop long, surtout s'il y a un crash de l'index. C'est là qu'on a introduit Spark. Donc Spark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un framework qui permet d'exécuter un ensemble de scripts sur un cluster. Donc comment ça marche? En fait, le même script va être exécuté sur plein de machines en même temps, exactement en même temps, sur de la donnée. Donc il va falloir chercher de la donnée, et chacun des serveurs va se répartir une partie du job. Donc si on a, je sais pas, disons 20 millions d'utilisateurs, eh bien, le premier serveur va traiter les 5 premiers millions, le deuxième les 5 suivants, etc., etc. Et donc, il va y avoir énormément de parallélisme, et on va taper très fort dans Elasticsearch pour réindexer tout ça. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est ça. On a la couche microservice. Chacun des microservices donc, a ses bases de données. Donc, je l'ai dit, hein, je ne reviens pas sur les technos. Et Spark va venir faire des gros select qui tâches, en gros, un gros select étoile from toute la base, quoi. Dans MySQL, dans Oracle, dans Cassandra, dans Postgre. Spark va mettre ça dans ce qu'on appelle des data frames. Donc, en gros, c'est il va mettre ça dans un espèce de système qui est shardé à travers les différents serveurs, et il va exécuter son script sur ces data frames. Et il va construire donc ces documents, et il va les indexer dans Elasticsearch. Donc ça nous permet de faire la reconstruction d'un index from scratch en à peu près 20-25 minutes. Donc on est sur une vraie différence par rapport à ce que permettait de faire PHP. Voilà. Alors maintenant, donc on a vu comment ça se passe quand on indexe de la donnée. On va voir un peu maintenant comment John et Ygritte se sont effectivement trouvés sur Mythic. Alors, Ygritte. Ygritte, on a dit, elle a mis à jour son compte, elle cherche quelqu'un avec le moteur de recherche avancé. Donc, comment ça se passe? Donc, elle est toujours sur desktop,
elle fait une recherche avec plein de critères. Donc là, typiquement, elle va utiliser la route d'API sur l'exposition search avec des query param. Elle cherche quelqu'un qui a les yeux marrons et qui a les cheveux bruns. La couche d'exposition transmet la requête au microservice search, telle quelle, et le microservice search fait la requête. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, il renvoie une isID. OK et donc, ça donne ça, en gros, sur Mythic. Donc là, on est sur Mythic FR. Donc on est tout en haut, là, on est connecté avec Ygrid, et puis elle cherche et elle trouve John. Très bien. Il y a quand même une question. On a vu la requête Elasticsearch, je vais vous en montrer d'autres en détail. Une requête Elasticsearch, pour ceux qui savent, c'est du JSON. En général, c'est gros. Il y a plein de paramètres. Surtout que là, Ygrid, elle ne s'est pas privée, elle a mis plein de paramètres. À la fin, elle n'a plus qu'un seul utilisateur, donc elle en a mis vraiment plein. Et le problème de ça, c'est qu'en particulier chez Mythic, le moteur de recherche, c'est quand même la base de notre business. C'est-à-dire s'il n'y a pas de bon moteur de recherche, les gens ne se trouvent pas, donc ils ne tombent pas amoureux, et donc il n'y a plus de business. On s'arrête là. Et ça veut dire aussi qu'il y a une grande partie de l'intelligence métier chez Mythic qui est précisément dans ces requêtes Elasticsearch. Et donc, il faut les rendre lisibles, il faut les rendre intelligibles, il faut qu'on puisse travailler dessus facilement, il faut que d'autres équipes, que des équipes de développeurs puissent les relire, les challenger, y réfléchir à comment les améliorer, etc. Et donc, on s'est posé cette question-là, comment on fait pour rendre ça lisible? Alors, je reviens dessus, une requête Elasticsearch, ça ressemble à ça. Donc, je l'ai dit, un gros JSON, il y a plein de clés, il y a plein de valeurs associées. Les clés sont parfois un peu bizarres, des filters, des termes, des choses comme ça. Alors, on s'y retrouve quand même quand on a un petit peu d'expérience. Et donc, je l'ai dit, la plupart de l'intelligence est dans les requêtes. Alors, Elasticsearch en PHP, il propose un client officiel, qui propose de construire des requêtes via un tableau PHP. Alors, les tableaux PHP, c'est très bien. Mais quand on en est à manager ce type de tableau avec des sous-tableaux, et vous imaginez bien que quand on fait des requêtes chez Mythic, des requêtes Elasticsearch, il y a un peu de complexité, donc les tableaux deviendraient vite très grands, donc vite difficiles à maintenir. En plus, il y a des conditions, en fonction de comment on exécute la requête, il y a des critères qu'on va mettre ou ne pas mettre, et donc ça devient vite compliqué à manager. Donc au lieu de faire ça, on a choisi de faire du templating. Et pour ça, on a utilisé Twig. Après tout, Twig, c'est vrai que tous les jours, on l'utilise pour faire du HTML, bien souvent, mais c'est jamais qu'un moteur de template, et on peut templater autre chose que du HTML. Et en l'occurrence, nous, on a choisi de templater du JSON. Et donc, ça ressemble à ça. On a simplement du JSON avec des paramètres, on peut mettre des for, on peut mettre des variables, et on peut même faire des includes. On a factorisé certaines parties de requêtes qui sont communes dans plein de microservices. Et donc, ça nous permet de garder quelque chose de relativement clair. Tous ces fichiers Twig sont centralisés à un seul endroit dans un app ressources. Ce qui fait qu'on a envoyé ça à nos équipes qui font tout ce qui est data mining, etc. Donc ça leur permet d'y accéder facilement. Le produit peut travailler aussi dessus et ça permet de mieux communiquer. Et donc, globalement, quand on injecte des paramètres, ça donne quelque chose comme ça. On appelle le service templating de Symfony, on fait un render dessus, et c'est aussi simple que ça, on y injecte les variables. Alors, maintenant parlons de John. Donc John, on a dit, lui, il vient de s'inscrire sur Mythic, il ne sait pas trop ce qu'il cherche, et du coup, il va utiliser la fonction shuffle. Donc on a dit, Mythic va lui proposer des profils qu'on estime être des profils qui pourraient l'intéresser. Alors, donc comment ça se passe? Il est sur desktop, il va donc utiliser la fonction shuffle, toujours pareil, hein, un appel à la couche d'exposition. La couche d'exposition transmet l'appel au microservice search. Le microservice search, là, fait un petit truc, il va appeler plein d'autres microservices. Pourquoi? Parce qu'on est dans une fonction shuffle, qu'on a dit on veut proposer des profils à John. Il n'a pas renseigné de critères de choix pour sa recherche, donc il va falloir les deviner. Et pour ça, il va falloir qu'on en apprenne plus sur John. Donc on va chercher l'information auprès de ceux qui sont responsables de stocker la donnée et de gérer la donnée sur John, c'est-à-dire les microservices. Donc là, le microservice search, il va faire plein d'appels aux autres microservices pour en apprendre un maximum sur John. Et ensuite, avec le résultat de ces appels-là, ce que lui ont dit les microservices, il va pouvoir construire la requête et renvoyer des ID. Donc là, pour ceux qui ont un peu l'habitude de ces infrastructures microservices, je ne sais pas si vous avez remarqué, on vient de casser d'autres règles. Tout à l'heure, j'ai parlé des boundies de contexte et du fait d'avoir des contextes le plus isolés, le plus autonomes, autosuffisants possible. Bon, on vient de casser une deuxième règle. On a un microservice qui appelle les autres microservices. Donc on couple. Et donc ça veut dire que si on change l'interface, l'API d'un autre microservice, et ben, voilà, aussi il va leur faire la modification dans le microservice search. Et donc, ça donne ça. Voilà, chaton, très bien. Donc, John est connecté, et donc, quand il va sur la fonction shuffle, on lui propose 100 profils, et donc, le premier qui tombe, c'est, comme par hasard, chaton. Pareil, comment on construit, comment on fait ça? Aller construire la requête Elasticsearch
en allant chercher des paramètres auprès des autres microservices, des valeurs de paramètres auprès des autres microservices. Bah, ce n'est pas très compliqué finalement, on a utilisé les promises de Guzzle. Donc pourquoi? Parce que comme on a plein d'appels à faire, bah, si on les faisait de façon synchrone, ça prendrait du temps, et c'est précisément ce qu'on ne veut pas, on veut que le moteur de recherche réponde le plus rapidement possible. Donc on a fait le choix d'utiliser les promises de Guzzle, donc c'est du PHP. On a une méthode là que vous voyez, getNeededEnrichment, qui se fait sur un shuffle et qui retourne une liste d'informations. Donc voilà, je passe les détails. Et donc ça donne quelque chose comme ça, au moment où on déclare nos promesses, et puis à la fin on fait un unwrap, et donc on voit que les appels se font en asynchrone en utilisant le multi-exec de curl. Et donc finalement le temps de réponse du shuffle, c'est le temps de réponse du microservice qui va mettre le plus de temps à répondre. Voilà. Alors, une petite conclusion sur tout ça. D'abord, un petit feedback sur comment ça se passe le microservice search en production. Il y a 19 millions, on a dit, de hits par jour sur le microservice search. C'est beaucoup. Il y a un truc que je ne vous ai pas dit. Chez Mythic, on gère 2 data centers. On a à peu près 900 machines à gérer. C'est nous qui les gérons. Et la petite blague, c'est que quand on dit on travaille essentiellement sur du physique, donc quand on appelle les ops et qu'on dit hey, les gars, il faudrait plus de RAM sur le serveur, les mecs, ils vont chercher la barrette de RAM dans le bureau, ils prennent la camionnette, ils la déposent dans le serveur, dans le data center. Donc c'est pas si simple, et c'est aussi pour ça qu'on a été obligé d'introduire des choses comme Spark, etc., et qu'on ne peut pas juste se contenter de faire du PHP ou ce genre de choses, et c'est là qu'on a été obligé d'introduire ces technos comme Scala, etc. Pareil, pour les métriques, la route de search, elle répond à peu près 163 millisecondes. Donc ça, c'est la recherche avancée qu'on a vue, que Ygritte a utilisée, sachant que dedans, il y a un bootstrap de Symfony qui prend à peu près 25 millisecondes. Et on va le voir après, il y a Elasticsearch qui intervient un petit peu. La route de shuffle, elle prend à peu près 340 millisecondes à répondre. Pourquoi? Parce qu'on a les appels asynchrones à faire aux différents autres microservices, donc ça reste des appels HTTP, il faut que les autres microservices, Bootstrap, Symfony, etc. aussi. Et voilà. Une petite overview des graphes d'Elasticsearch en production. Alors je vais vous expliquer. Le premier qu'on voit là-haut, là, c'est l'indexation par seconde. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un gros pic ici, le matin. Ça, c'est parce qu'on calcule des scores. Tous les jours, sur nos utilisateurs, on leur calcule des scores qui sont liés aux interactions qu'ils ont, etc. Et donc, on a des batchs qui viennent taper très fort sur Elasticsearch le matin parce qu'ils insèrent les scores qu'on a calculés dans l'index, donc pour tous les millions d'utilisateurs. Ça, c'est le document count, donc le nombre d'utilisateurs qui sont actuellement indexés dans Elasticsearch. La nuit, on a une grosse baisse. Alors ça, c'est un petit truc qu'utilisent toutes les boîtes qui font un peu de big data. Quand un utilisateur supprime son compte, évidemment, on ne supprime pas son compte. On le flag à deleted et on vient le supprimer plus tard. Donc c'est pour ça, la nuit, on vient supprimer les comptes seulement la nuit pour éviter d'avoir à interférer avec le fonctionnement courant d'Elasticsearch. Le search rate par seconde, on voit il y a un petit pic ici, là, c'est la nuit. Pareil, alors ça c'est quoi? On envoie des emails à nos utilisateurs la nuit, c'est des emails assez friendly, on n'en envoie pas plus de 50 par jour, qui disent en gros hey, « regardez, ça fait longtemps que vous n'êtes pas connecté, il y a plein de profils qui pourraient vous intéresser ». Et dans le corps de l'email, on met les profils avec des liens cliquables directement sur Mythic. Donc c'est les profils qu'on va suggérer à nos utilisateurs via ces mails sont directement issus du moteur de recherche et ils sont envoyés la nuit. C'est pour ça qu'on a un gros pic de recherche la nuit. Donc pareil, on en envoie des millions, donc ça fait un petit peu mal. Et puis après, donc ça c'est le search latency. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que Elasticsearch met à peu près 40 millisecondes à répondre. Donc si on se rappelle hein, des 340 millisecondes de temps de réponse pour la route de shuffle, voilà, il y en a 25 qui sont à peu près associés au bootstrap de Symfony, 40 pour le Elasticsearch, et puis après, voilà. Le reste, ce sont des appels. Il y a quelques petites takeaways à prendre. Ce qu'on a vu là, c'est que finalement, par définition, un moteur de recherche, c'est cross-domaine. Je ne vous cache pas que quand il y a à peu près 9 mois, on s'est dit, bah, allez, c'est bon, on y va, on refait le moteur de recherche. Le premier truc qu'on s'est dit, c'est, merde, comment on va foutre ça dans une archi orientée domaine? Ce n'est pas un domaine, la recherche. On s'est vite rendu compte qu'il allait y avoir plein d'interactions avec les autres microservices. Donc la règle de j'évite les interactions en direct pour permettre de plus facilement gérer mon code et avoir moins d'emmerdes quand je fais des changements dans les API, etc. Bah, typiquement, avec un moteur de recherche, c'est compliqué. On s'est pris quand même pas mal de murs sur ces problématiques-là. Donc voilà, c'est par définition cross-domaine et donc c'est par définition assez compliqué à intégrer dans une architecture microservice.
Pareil, ce qui est difficile là, c'est d'éviter la duplication de données. Vous avez vu la duplication de logique métier. Vous avez vu quand quand John s'est inscrit, on utilise des tuyaux. Donc là, en passant par le consommateur, on a le microservice profile qui envoie un événement. Le consommateur consomme le message disant qu'il y a un nouvel inscrit, et on appelle les autres microservices pour aller chercher des informations. Donc ça, c'est un tuyau. Et on en a un autre, c'est Spark, qui fait la même chose juste pour des millions d'utilisateurs. Au début, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser les mêmes tuyaux pour éviter de dupliquer la logique business derrière? En fait, non, il n'y a pas moyen, parce que c'est pareil, comme on appelle tous les autres microservices au moment où on consomme un message de nouvel inscrit, eh bien, si on faisait ça quand on a besoin de réindexer un index from scratch, eh bien, on ferait un gros DDoS en gros sur la prod, et quand on en a parlé aux ops, ils étaient bizarrement pas d'accord. Alors, il y a un moyen d'éviter ça, ce qu'on a fait là, avec Spark, etc., et même certains autres tricks, c'est en dupliquant la donnée. C'est un pattern qui est communément utilisé dans une archi microservice. C'est-à-dire finalement, chaque microservice va écouter, donc avoir son consommateur associé, écouter les événements qui sont envoyés dans le pipe, et chaque fois qu'il y a un événement qui est reçu, il va enregistrer la donnée dans sa propre base. Donc finalement, toutes les informations qui l'intéressent, qui sont dans son scope de responsabilité, eh bien, il les duplique dans sa propre base, de façon à ne jamais avoir besoin d'aller appeler les autres microservices quand il a besoin d'une information qui n'est pas vraiment à proprement parler de son scope. Chez Mythic, c'est compliqué, parce qu'on a des énormes bases, et donc dupliquer autant d'informations, surtout pour un moteur de recherche où on indexe quasiment tout ce qui concerne les utilisateurs, c'est pareil, c'est compliqué, ça prendrait beaucoup de place sur les disques, et voilà, il faudrait plus de data center, plus de serveurs, j'en sais rien, mais c'est compliqué, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu le faire, ce qui est moins vrai dans d'autres cas, et il y a d'autres cas où on le fait, parce qu'on a moins de données à indexer, moins de données à dupliquer. Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Merci. Des questions? Ouais, j'en vois une là. Il y a une question là-bas. C'est au plus vite qui arrivera la question. Ah non. Bonjour. Oui. Merci pour la conf. Petite question, parce que vous parlez à chaque fois de remettre en place l'index et tout ça, mais vous n'avez pas un système aussi de redondance sur les données, notamment sur le search, quoi. Enfin, sur l'index Elasticsearch? Ouais. Alors oui, le Elasticsearch est clusterisé, par définition, donc effectivement c'est clusterisé, les données sont shardées sur plusieurs machines. De mémoire, je crois qu'on a 10 machines qui hébergent Elasticsearch, donc quand on met une information, en fait, elle est shardée sur au moins 3 machines, après il y a un système d'élection, etc. Donc c'est bref du système de sharding, de cluster classique. Est-ce qu'on a un moyen de faire des backups de ça? C'est ça que tu veux dire, en gros? Tu fais un backup de tout l'index et tu le réinjectes au cas où il y a un problème? Justement, l'idée, c'est vous parler à chaque fois de repartir à zéro parce que ça, c'est vautré. Ouais. Ça veut dire, dans ce cas-là, que tout le cluster, c'est vautré, quoi. Le cluster, pardon? Tout le cluster, c'est vautré, et dans ce cas-là, vous relancez le truc Alors, pas forcément, parce qu'en fait, l'index, en gros, ça, c'est intéressant quand on a des corruptions de données. Imaginons le consommateur qui indexe les données, imaginons on introduit un bug. Dans le consommateur, ça peut corrompre des milliers d'utilisateurs dans l'index. Et là, pour faire le tri entre « Ah ouais, merde, alors les utilisateurs qui ont été impactés par le bug, il faut les remodifier et il faut réindexer que cela », c'est le bordel. Donc, c'est plus simple de se dire « Ok, on efface tout, on recommence ». Alors, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, on ne met pas le site down à chaque fois qu'on a un problème, un bug, sinon on ne s'en sortira plus. Mais en gros, c'est pour ça qu'on fait ça. Et c'est aussi parce qu'on peut très bien, finalement, avoir une corruption plutôt physique ou matérielle ou liée à Elasticsearch à travers plusieurs serveurs du cluster. Ouais. Ok, merci. D'autres questions? Bonjour, je voulais savoir au moment de la refonte du moteur de recherche, comment vous avez fait pour faire des tests de performance par rapport à la volumétrie que vous aviez? Alors, très intéressant. Comment on a fait? Alors, en fait, on l'a testé un peu en prod. En gros, j'aurais jamais dû dire ça parce que j'ai prévenu personne quand je l'ai fait. Mais en gros, ouais, j'ai fait un petit outil qui a juste bombardé la prod. J'ai croisé les doigts pour que les ops ne le voient pas sur leur outil de monitoring. Ils ne l'ont pas vu. Je me suis dit on était safe. En gros, c'était ça. Et d'ailleurs, on le fait toujours assez régulièrement. Chaque fois qu'on sort une nouvelle feature,
J'aime bien la tester pour voir si elle va tenir le volume. En particulier parce qu'Elasticsearch, en fait, on fait des calculs un peu différents. Elasticsearch permet d'introduire des scripts, notamment Groovy, pour faire des calculs de score. Et on en utilise pas mal. Et en fait, il y a une problématique, c'est que c'est très difficile à tester ces scripts-là, parce qu'on peut les tester que dans un cadre d'Elasticsearch, et vérifier qu'on n'a pas fait une couille dans un script Groovy qui va faire très mal à la performance, c'est assez difficile. Donc en fait, on fout le script en prod, la route n'est appelée par personne, et juste moi, je la bombarde après pour voir si... Et d'ailleurs, on a eu des problèmes à ça, liés à ça, au fait qu'on avait introduit des grosses pertes de performance dans l'exécution des scripts Groovy, qu'on a corrigé du coup. Vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Tu as parlé de conflits d'indexation dans Elasticsearch au début de ta conf. Vous en êtes rendu compte quand, en fait, en prod du coup, parce que c'est difficile Alors à tester. non, heureusement on ne teste pas tout en prod. Comment on s'en est rendu compte? En fait, on a développé le truc, on a un cluster Kafka. Oui, j'en ai pas parlé, mais le bus d'événements, c'est du Kafka. On a un cluster Kafka qui tourne dans un environnement de staging. Et puis on a on a connecté en gros Spark, ou à l'époque c'était du PHP, sur les bases de prod. On a fait de la lecture, on a tout foutu, on a envoyé les événements dans Kafka, etc. Et puis on a regardé ce que ça donnait. Et on a vu qu'il y avait des erreurs dans les logs des comptes du consommateur qui loguaient des erreurs liées, qui étaient loguées par le client Elasticsearch en Java. Ok. J'ai une autre question. Pourquoi vous n'utilisez pas un query builder pour les requêtes Elasticsearch? Vous avez choisi Pour la même raison que je disais tout à l'heure sur les tableaux PHP, les query builders c'est très bien. Quand on veut faire quelque chose d'assez rapide, etc., ça permet de faciliter plein de travail. Là, vous avez vu la tête du fichier JSON. En fait, il est beaucoup plus gros que ça. J'ai mis juste un extract. Faire ça avec du query builder. Et en plus, il y a des ifs, des trucs comme ça. Alors là, quand on est dans un... Quand on met des flèches, on met if, flèche, je rappelle mon objet query builder et je lui rajoute des trucs, ça devient un peu compliqué à faire, pour la lisibilité simplement. Ok. Après, on peut utiliser la puissance du langage objet et faire des Oui, mais pour des raisons de lisibilité. En fait, j'entends, c'est sûr, mais pour des raisons de lisibilité, encore une fois, ça nous a paru beaucoup plus simple de le faire sous cette forme-là. Et en fait, on le prouve tous les jours. Mais c'est le même débat qu'on peut avoir sur des requêtes un peu grosses quand on fait du SQL ou des choses comme ça. Il y a un moment donné où on se pose la question, est-ce que je fais une énorme requête SQL avec le query builder ou est-ce que je la fais en plain text finalement? Je suis plutôt partisan de faire du plain text quand ça devient compliqué. Donc voilà, après on est parti là-dessus, ça marche plutôt bien et ça nous permet vraiment de partager avec les équipes qui font l'analyse de données, donc du data mining, ce genre de choses. Ok, merci. J'ai une dernière question, je peux me permettre. Oui. Vous avez fait quoi avec les graphes? Qu'est-ce que vous avez utilisé pour faire les graphes Elasticsearch là, qu'on vous a montré, les indexations? C'est du Grafana. On a plusieurs versions, on a la version 4, la version 5, on avait aussi du Kibana. Pour rien vous cacher, quand on a mis en place Elasticsearch, on a dit « Ah bah tiens, ça va être l'occasion de mettre Grafana » et puis voilà, on est parti sur Grafana. Oui. Oui, bonjour. Une toute petite question concernant les contrôles d'accès, parce que c'est très transversal. Est-ce que c'est un microservice ou est-ce que c'est dans la couche d'exposition? Enfin, voilà. Les contrôles d'accès, tu veux dire genre l'autente quoi? Ouais, voilà, enfin, les ACL, comment on vérifie qu'on a bien accès à un micro? Pour des raisons de sécurité, non, je déconne. Comment ça se passe? En gros, toute la partie... alors, on a un microservice qui gère l'authentification, qui permet de s'authentifier, etc. On a la couche d'exposition, parce que c'est l'API publique. Elle, à chaque fois qu'on fait un appel, on vérifie qu'on est bien authentifié. Donc là, c'est de l'O2. Et après, la couche d'exposition, elle appelle les microservices avec une basic auth. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, la couche microservice n'est pas exposée au public. C'est des serveurs qui ne sont pas accessibles d'aucune manière, sauf si on est connecté au VPN. Donc on n'a pas ce genre de, on a une barrière physique quasiment sur les microservices. Donc on peut accéder aux microservices sans être authentifié en mode O2, etc. Voilà. Oui, bonjour, merci pour la conférence. Une petite question, vous avez parlé donc de plein de microservices, de 900 serveurs. Est-ce que vous savez quelle est aujourd'hui votre stratégie de hosting de ces microservices? De hosting, ouais. Également dans la continuité, est-ce que vous avez poussé une culture DevOps importante ou est-ce que les devs filent leurs microservices aux ops et ils se débrouillent pour les hoster? Ouais, alors, pour des raisons legacy, entre guillemets, c'est un peu, je fais de la merde, mais c'est la pratique interne. En gros, on développe, nos microservices sont poussés sur une ferme de serveurs, donc il y en a 100. Aujourd'hui, encore, tous les microservices sont présents sur toutes les machines. Donc on a des gros HAProxy devant. D'ailleurs, pour la petite histoire,
On a été obligé de mettre des machines physiques, y compris pour l'achat proxy, parce que ça ne tenait pas la charge, etc. Donc tout est, et donc il y a autant d'instances de microservices pour tous les microservices. Donc il y en a 100 pour chaque microservice à peu près. Ce n'est pas forcément la bonne pratique. Par exemple, le microservice qui gère les droits ou qui gère la recherche est beaucoup plus appelé que plein d'autres. Genre, voilà, des microservices qui vont gérer des petites features, des choses comme ça. Donc il faudrait faire du scaling par microservice. C'est dans les tuyaux, c'est en cours. Après, pour des raisons historiques, jusqu'à finalement, jusqu'à il y a 3 ans, en fait, ces serveurs 750, 900, en fonction si on compte les VM ou pas, n'étaient pas popétisés. Donc là, maintenant, ils sont popétisés. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant de se dire, on fait popper un serveur, il n'y a plus qu'à prendre la camionnette, entre guillemets. Et puis, comme provider le serveur. Donc oui, c'est ce qu'on va faire. C'est un travail qui est en train de commencer. Et pour ton autre question, c'était, je ne sais plus. Bref. Ah, comment on les déploie? Non, c'est chaîne d'intégration continue. En gros, on appuie sur un bouton, ça part en prod. Si ce n'est qu'il y a une équipe d'ops qui monitore quand même les mises en prod. Mais en gros, on merge une pull request, ça va en prod. Bonjour, dernière question. Oui. Merci pour la conf. Avec autant de DB et de technos différentes, c'est quoi votre source de vérité du coup? Très bien, très bonne question. Alors, la théorie dit, la source de vérité, c'est ce qu'on appelle l'event sourcing. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment les design patterns d'event sourcing. En gros, la seule vérité, bientôt, ne va plus que se trouver dans les événements. Ça, c'est un truc, quand on en discute avec des mecs qui font ce job depuis 15 ans, c'est pas évident. Surtout quand on a l'habitude de bosser avec des bases relationnelles, Oracle, etc. Et qu'on commence à dire, il n'y aura plus d'informations, l'information ne sera pas consolidée à un endroit unique où on pourra y accéder, il faudra tout aller chercher dans les événements. C'est compliqué. Même moi, en vrai, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si le cluster il se casse la gueule, etc. Alors, évidemment, on a des réplications, des choses comme ça, mais c'est difficile. Et en vrai, on n'a pas vraiment résolu le problème. L'avantage de Spark, c'est qu'on peut aller chercher plein d'infos dans toutes les bases, les merger, etc. Donc, on utilise de plus en plus Spark, notamment pour faire de l'analyse de données. Pareil, historiquement, quand on faisait des requêtes d'analyse de données, on les faisait toutes dans un seul Oracle, donc c'était hyper simple, il suffisait de faire des jointures. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, donc ça va être à base de Spark, en gros. Donc merci, c'était la dernière question. Si vous avez encore des questions, vous pouvez voir directement le speaker. Je pense qu'il... N'hésitez pas. Donc merci à lui, merci à vous.